Minuit, quelque part dans le nord du pays. Il faut être discret, ne surtout pas se faire repérer. Dans les bras de ces trafiquants, 30 kilos de khat de contrebande. Une variété appelée Koba Koba vendue presque 5 fois moins cher que le khat légal. Un trafic pour lequel ils encourent 10 ans de prison, mais c'est la seule activité que ce jeune diplômé ait trouvée. La vie pour les étudiants n'a pas de sens. Parce qu'ils ont étudié bien, ils ont de licences, des DEG comme ça, mais ils font rien. Ils ont toujours à la maison. Donc moi je suis involontaire pour prendre ces risques-là, pour gagner ma vie. Nous retrouvons Mohamed et l'un de ses amis le lendemain pour suivre le trajet du khat clandestin. Un manège bien rodé dans cette région qu'ils connaissent par cœur. Les trafiquants se déplacent à moto. Lorsqu'un barrage de police est signalé, ils contournent la route à pied par la montagne. Par nature, la contrebande est impossible à chiffrer, mais ils seraient de plus en plus nombreux à se lancer dans cette activité. Nous sommes à la clinique Moukaram, dans un quartier populaire de la capitale. Abdallah a 20 ans. C'est la toute première fois qu'il consulte un médecin. Viens là. Allez, viens. Allonge-toi. Et enlève tes chaussures. Pour le docteur Abaté, ce jour-là, le diagnostic est vite posé. Son patient présente les symptômes typiques d'une consommation excessive de khat. Il a l'âge de 20 ans. Il a l'âge de 20 ans. Et vous voyez dans quel état il se trouve. Le khat est le facteur essentiel de la perturbation de la santé de la population à Djibouti. Et chez les adultes, par exemple, vous avez des maladies cardiovasculaires, le développement du diabète, toutes ces maladies-là, qui sont les maladies chroniques très fréquentes à Djibouti, le facteur essentiel, c'est le khat. Abdallah consomme du khat depuis l'âge de 8 ans. Il ne pèse que 29 kilos. Un jeune homme rongé par l'addiction, victime de l'absence totale de politique de prévention. Je pense que le gouvernement pense surtout à sa pérennité plutôt qu'à l'intérêt de la population sur le plan sanitaire. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Où il faut arrêter le khat, et à ce moment-là, la population peut s'occuper de ces problèmes, ou on continue à déverser les khat sur la population et on procède à un endormissement social large de la population qui, de ce fait, ne pose pas de problèmes politiques au gouvernement. Et le choix a été fait, je crois, depuis longtemps. Le choix par le pouvoir en place depuis l'indépendance a été fait, et ce choix-là est malheureusement compromettant pour la santé de la population. Même avec l'aide d'un médecin, Abdallah n'est pas près de pouvoir se passer du khat. Il n'existe aucune structure d'accompagnement à l'arrêt de cette plante. Pourtant, ils sont de plus en plus à en dénoncer l'impact économique et sanitaire. Comment limiter ces méfaits sans en interdire la consommation ? Un défi immense et un enjeu majeur pour les générations futures à Djibouti. Bastien, d'abord, merci beaucoup pour ce film qui en effet est assez édifiant. On voit bien l'emprise qu'a le khat sur la société djiboutienne dans toutes ses composantes, l'économie, parfois même le couple. On voit une vraie bagarre dans un couple. Il y a un sujet que vous n'abordez pas, c'est la religion. Or, on est en terre d'islam là-bas. Quelle est l'attitude et la doctrine religieuse sur le khat à Djibouti ? En effet, Djibouti est un pays à 90% musulman. L'islam est la religion d'État depuis 1992 et il n'existe finalement pas de consensus au sein des autorités religieuses sur cette position vis-à-vis du khat. Certains imams consomment eux-mêmes cette plante. Ils pensent qu'il s'agit d'une manière pour eux de rentrer en connexion avec Dieu, comme nous allons voir dans cet extrait que je vous propose. On l'écoute tout de suite. L'énergie du khat, ça nous augmente. Ça nous augmente
de l'amour de la prière, l'amour de Dieu, l'amour du prophète. Donc Bastien, si l'on écoute ce dignitaire religieux, le khat est parfaitement halal, mais ce n'est pas une opinion unanimement partagée à Djibouti. En effet, Loïc, les points de vue sont tout à fait partagés au sein des autorités religieuses musulmanes sur cette question de la consommation du khat. Officiellement, aujourd'hui, le ministère des Affaires religieuses s'y oppose, même relativement fermement. Les arguments mis en avant sont ceux de l'hygiène, bien évidemment, mais également de l'impact économique de la consommation du khat qui grève grandement le budget des ménages. Certains imams n'ont pas de mots assez durs contre cette consommation, comme nous allons le voir dans ce prochain extrait. Ma vision des choses, telles que je les vois, c'est que les gens sont devenus des esclaves d'eux-mêmes, des esclaves de leurs envies. Ils ne se contrôlent pas. Bastien, on l'avait vu tout au long de votre film, on le revoit avec ces deux interviews. Le khat dans la Corne de l'Afrique, c'est pétri de contradictions et de paradoxes. Et oui, Loïc, en plus de ce paradoxe religieux que nous venons d'évoquer, on peut notamment citer le paradoxe économique avec cette taxation du khat qui, à la fois, remplit les caisses de l'État djiboutien et nuit gravement à la productivité du pays. Et puis, pour revenir plus près de chez nous, ici en France, on peut citer une autre contradiction. Le khat purement et totalement interdit chez nous, y est pourtant présent. Pas moins de 3 tonnes sont saisies chaque année dans le pays. Merci beaucoup Bastien pour ce film et puis ce petit débrief. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Reporter.